Bonjour, bonsoir à vous tous, nos bien-aimés qui nous suivez de partout dans le monde. C'est depuis le studio de Soteria Media que nous voulons vous présenter cette émission Congo en avant, où nous parlons de sujets très importants concernant notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, où nous faisons des réflexions ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, amener ce pays à l'endroit ou à la position qu'il mérite en Afrique et partout dans le monde. Et dans ce cadre de cette édition, nous recevons pour vous un homme que nous avons déjà reçu avant, un Congolais qui vit avec nous ici en Grande-Bretagne. Je parlais de M. Bandi Mboubi, qui est un activiste congolais et qui fait un bon travail ici en Grande-Bretagne en faveur de notre pays. Nous le recevons. Bonsoir, Monsieur Mboubi. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait très longtemps depuis notre dernière rencontre. C'est ça, effectivement. Oui. Et je vous remercie d'ailleurs que vous m'ayez reçu la toute première fois quand nous avions commencé d'une manière très active Oui. nos activités. Et depuis lors, on a fait du progrès, on a pu faire passer les messages dans beaucoup d'endroits, particulièrement ici en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres pays tels que les États-Unis, l'Afrique du Sud, et même voire au sein du siège de l'Union européenne. Donc, grâce à vous, on a pu quand même aussi atteindre une audience qu'on n'aurait peut-être pas pu atteindre, et je vous en remercie. Donc, merci pour le fait que vous m'avez. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Je voudrais, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, que vous puissiez, de manière brève, vous présenter à ceux qui vont nous suivre. Vous savez, Congo en avant est suivi partout dans le monde. Partout, il y a la diaspora congolaise. Les gens s'intéressent à ce que nous faisons. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Bon, très brièvement, je suis marié, père de 2 enfants. Et ici en Grande-Bretagne, j'évolue en tant que directeur de Mana Society, qui est une organisation caritative qui travaille pour la réhabilitation de sans-abri. Ils passent souvent de moments très difficiles et notre centre que je dirige s'occupe d'eux et les réhabilite. En ce qui concerne le Congo, depuis 2012, nous avons mis en place une organisation que nous appelons Congo Calling, qui a comme objectif de rechercher la paix et le développement économique du Congo. Et grâce à cette organisation, nous avons pu défendre les différentes aspirations de notre peuple, notamment par rapport à la paix, qui malheureusement n'a pas encore été atteinte comme nous le souhaitons. Comme nous le souhaitons, voilà. Et puis il y a aussi le fait que souvent quand il s'agit de nos ressources naturelles, nous ne sommes pas les premiers à en bénéficier. Évidemment, la communauté internationale définit les enjeux économiques par rapport à ses intérêts. Mais le problème, c'est que souvent, quand ces intérêts sont définis par rapport à la communauté internationale, nous sommes souvent absents. Et nous avons essayé de combler ces vides, participer à des débats qui s'articulent autour de ces enjeux économiques. Et nous avons apporté notre pierre de contribution. Voilà, je voudrais poser une question par rapport à ce que nous avions fait la fois passée. Par rapport à votre position, est-ce que vous avez vu de retombées de cette émission? Est-ce que aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans, 4 années de recul quand vous essayez de revoir ce que nous avons fait? Est-ce que vous pouvez dire que ça a produit quelque chose, que ce soit sur le terrain, c'est-à-dire en RDC, ou par rapport aux décideurs, disons, parce que nous avons parlé aussi des décideurs, par rapport aux décideurs internationaux, et est-ce que ça a bougé quelque chose, ça a apporté quelque chose? Bon, en ce qui concerne Congo Calling, nous avions fait un choix dès le départ. Nous nous sommes inspirés de la lutte sud-africaine, parce que en ce qui concerne l'Afrique du Sud, les acteurs politiques internationaux
menait pas des actions qui pouvaient changer la situation en Afrique du Sud. Le Congo est un peu comme l'Afrique du Sud, dans le sens que nous sommes souvent sous l'emprise de la communauté internationale. Mais malheureusement, en tant que société civile, nous sommes absents. Et nous avons voulu combler ces vides-là. Nous avons voulu parler du Congo par rapport à cette communauté internationale, de sorte que nous puissions mobiliser les gens à travers le monde pour qu'ils agissent en solidarité par rapport au peuple congolais. Et c'était ça notre démarche. Mais parler du Congo d'une manière vague, c'est très difficile. Il fallait partir de ce qui existe au Congo, partir de thèmes tels que le téléphone, faire voir aux gens que tout ce qu'ils récoltent comme progrès technologique, c'est aussi grâce au Congo. Et utiliser ça comme point d'appui, de sorte que nous puissions faire une pédagogie et amener les gens à trouver qu'ils ne peuvent pas se dissocier de ce qui se passe au Congo. Alors, nous avons eu un objectif assez clair. Nous nous sommes dit que si nous, par efficacité, parce que nous avions voulu être efficaces, on ne pouvait pas faire tout. Donc, dans un premier temps, il s'agissait d'aller vers l'étranger, lui expliquer que ce qu'eux font comme la politique internationale n'est pas toujours en faveur du Congo, pendant que le Congo offre souvent au monde pas mal de ressources. Donc, nous avons fait une démarche, nous sommes sortis de notre communauté, aller vers l'étranger, lui expliquer ce qui se passe chez nous. Mais maintenant, en le faisant, nous avons ciblé plutôt l'élite intellectuelle. Parce que notre constat, c'était le fait que souvent, quand les acteurs politiques étrangers partent au Congo, ils rencontrent aussi nos acteurs politiques. Mais souvent, quand ils redéfinissent leurs intérêts, nous n'avons pas souvent de point de pression. Ça veut dire, par exemple, un exemple très concret, c'est qu'en 2011, quand les acteurs politiques internationaux avaient redéfini la manière dont ils devaient mener leur politique étrangère vis-à-vis du Congo, bien que la diaspora soit sortie et se soit mobilisée pour manifester contre le fait que les élections étaient truquées au Congo et que celui qui était élu ne pouvait pas, qu'on avait usurpé les pouvoirs, on était mobilisés, mais on n'avait pas pu pénétrer la société civile, par exemple de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, au point où pour que cette société civile puisse se comporter en solidariser avec nous. Alors, ce qui fait que les actions que nous avons pu mener n'avaient pas l'impact que nous aurions voulu avoir. Mais on a appris de cette expérience-là. Et c'est comme ça que nous avons pu créer des réseaux de solidarité qui fait qu'aujourd'hui, si par exemple un tel scénario s'est passé, on pourrait activer ces réseaux-là. Alors, quand je dis que nous nous sommes inspirés de la lutte sud-africaine, c'est tout simplement parce qu'eux aussi ont pu comprendre cela. Ils se sont dit qu'aller simplement vers les acteurs politiques internationaux et se limiter à eux, quand ceux-ci changent la manière dont ils perçoivent leurs intérêts, mais ils agissent par conséquent. Alors, aujourd'hui, nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre le fait que, en ce qui concerne le Congo, c'est un problème d'injustice et nous pouvons présenter autrement le Congo à la face du monde et faire en sorte que les gens se solidarisent par rapport au Congo. Et ça a été ça notre démarche. Mais non, ça fait que... Est-ce que cette solidarité-là, vous l'avez vécue? Est-ce que vous la voyez se former déjà? Ou c'est resté lettre morte? Nous la voyons se former parce que l'élite intellectuelle britannique, par exemple, est beaucoup mieux informée par rapport à la situation du Congo. Ce qui n'était pas forcément le cas quand nous avions commencé notre campagne. Quand nous avions commencé notre campagne, à peine fallait rencontrer deux intellectuels qui forcément ne s'intéressaient pas
à l'Afrique. Mais qui, parce que nous avons fait ce travail-là, aujourd'hui s'intéressent à ce qui se passe au Congo et veulent même s'impliquer. Mais non, comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons cherché à parler surtout dans des sites universitaires. Nous avons, moi particulièrement, parce qu'il s'agit de moi, parce que je suis souvent celui qui représente l'organisation, j'ai fait pratiquement 15 universités, éparpillées à travers la Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, où nous avons pu expliquer ce qui se passe chez nous. Pas seulement en termes des enjeux économiques, mais aussi par rapport à ce qui se passe sur le plan politique. Alors, ça fait que ça crée une certaine solidarité. Ça change aussi la manière dont on perçoit ce qui se passe chez nous. Parce que, malgré l'importance économique et stratégique du Congo, on n'arrive pas toujours, l'intelligentsia britannique par exemple, n'arrive pas toujours à se connecter avec ce qui se passe chez nous. Mais maintenant, grâce à tous ces efforts, y compris Congo Calling, mais aussi d'autres organisations, nous avons aujourd'hui un changement d'approche par rapport à la manière dont les acteurs politiques perçoivent la situation du Congo. Donc c'est un travail de longue haleine, que nous avons pu faire et nous avons circulé partout pour faire passer ces messages-là. Donc en fait c'est un peu comme créer des lobbies pour absolument le profit de notre pays. Absolument, absolument. Alors ce qui était important pour nous, c'était quoi? C'était non pas seulement se limiter aux actions au niveau du Parlement. Nous les avons menées par nous-mêmes, mais aussi avec les autres amis au Parlement, où nous avons pu faire un plaidoyer par rapport au Congo. Nous avons été là, mais aussi nous sommes allés dans des sites universitaires, comme je l'ai dit. Par exemple, en 2012-2013, pendant toute une année académique, j'avais été invité comme expert par l'université d'Exeter, où j'ai dispensé des cours et où j'ai aussi organisé des ateliers, où on évaluait tout simplement ce qui peut avoir comme impact sur le plan économique pour un pays tel que le Congo. Mais maintenant, cela a fait que, aujourd'hui, dans une université comme Exeter, les gens veulent agir en solidarité par rapport au Congo. Et ils ont aussi pu adopter comment je peux dire ça, des policies, des politiques de règles, si vous voulez, pour leur propre université, ne serait-ce que quand il s'agit par exemple de la technologie, de se poser des questions par rapport à la manière dont cette technologie est produite. Est-ce qu'il y a eu traçabilité de minerais de sang, ce genre de choses. Donc il y a l'université d'Exeter qui m'a invité, et je l'ai fait pendant toute une année académique, mais il y a aussi d'autres universités comme Oxford et ainsi de suite qui m'ont invité pour que je puisse parler justement du Congo. Pas seulement en termes pas seulement dans le cadre économique, mais aussi par rapport même à notre propre histoire. L'université d'Oxford m'a fait le privilège, par exemple, de me demander de produire, comment on appelle ça, lecture. De faire un lecture. Une leçon, si vous voulez. Une leçon, par rapport à la manière dont on doit comprendre ce qu'il y a eu comme pillage économique au Congo. Pas seulement dans notre histoire récente, mais retracer ça par rapport même à ce qu'il y a eu pendant l'époque coloniale. Donc tout ça, ça a été un travail très intellectuel, mais c'est un travail auquel nous nous sommes prêtés parce que nous savions qu'en entrant en contact avec la société intellectuelle, avec la couche intellectuelle occidentale, nous pouvions les amener à faire une différence. Parce que certains d'entre eux sont des conseillers des ministres, certains d'entre eux sont des conseillers des parlementaires, et à travers tous ces travaux-là, nous changeons la manière dont on conçoit le Congo. Et grâce à ça aussi, aujourd'hui, nous sommes en contact avec aussi des médias qui veulent comprendre, qui veulent que nous puissions leur expliquer ce qui se passe chez nous. Et grâce à ça, ils arrivent à monter les histoires,
de sorte qu'on arrive à comprendre mieux la situation du Congo. Parce que le média joue un rôle important dans tout ce qui se passe chez nous. Effectivement. Donc là, on se rend compte que le travail de la mobilisation ne consiste pas tout simplement à s'adresser aux politiques. Parce qu'en fait... c'est ça l'erreur que nous avons souvent commise. Il y a d'autres personnes qui peuvent exercer la pression sur les politiques et les politiques peuvent changer leur politique, si vous voulez. Un exemple anodin. Quand les activistes qui luttaient contre l'apartheid avaient demandé à leurs différents gouvernements d'adopter par exemple des sanctions contre l'Afrique du Sud, ces gouvernements n'étaient pas préparés à le faire. Et d'ailleurs, des gens comme Nelson Mandela étaient sur la liste noire comme des terroristes. Mais ce qui a changé, c'était le fait que les Sud-Africains ont su mobiliser l'opinion publique internationale. Parce qu'il y a des enjeux énormes économiques par rapport au Congo. Et parfois, on ne veut pas regarder ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas que les acteurs politiques internationaux ne sont pas au courant de ce qui se passe chez nous. Mais le problème, c'est qu'on garde les dossiers congolais dans les silences. Et le travail que nous avons pu faire, c'était justement de briser ces silences-là, d'en parler. Parce que depuis même l'époque coloniale, c'était ça la méthode. Tout ce qui s'est passé pendant la période léopolidienne. Mais l'opinion publique internationale ne savait rien. Oui. Mais maintenant, quand on a commencé à sortir tous ces dossiers, les gens se sont dit, figurez-vous, même pendant cette période où le colonialisme était plus ou moins accepté, mais les gens se sont dit que non, ils ont dépassé. Non, ça l'était trop. Ça l'était trop. Alors, ce que nous voulions faire, c'est justement ça. Donc, pour que quand les acteurs politiques britanniques ou américains ou ailleurs changent d'avis, ils se disent, bon, écoutez, malgré tout ce qu'il y a eu comme problème, bon, peut-être qu'on peut trouver une autre formule. Mais nous voulions justement que nous puissions être en mesure de dire non et de changer cette politique-là. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à être des victimes. Alors, une autre chose aussi, c'est peut-être une interpellation, c'est que nos politiques aussi, surtout ceux qui ont des idées progressistes, ceux qui veulent vraiment le changement, je crois aussi qu'ils devraient penser à une autre approche. C'est-à-dire que souvent, ils se limitent à des rencontres entre acteurs politiques. C'est important, évidemment, très très important, puisque les autres acteurs, leurs interlocuteurs, jouent un rôle important, représentent leurs États, ainsi de suite. Mais c'est que souvent, nos acteurs politiques qui veulent vraiment le vrai changement sous-estiment, c'est la pression que l'opinion publique internationale de la société civile peut jouer comme rôle pour changer les enjeux. Alors c'est là que nous voudrions justement entrer en synergie avec tous ceux qui sont en train de se battre chez nous au Congo. Certains même ont des carnets d'adresses fournis, garnis, ils n'ont pas besoin qu'on en ajoute encore, mais nous voudrions apporter notre contribution par rapport à l'expérience que nous avons pu acquérir quant à la manière dont nous pouvons mobiliser la société civile ici, en Grande-Bretagne, mais aussi ailleurs, pour que justement nous puissions créer ces bases-là, nous puissions créer dans l'opinion publique internationale ces changements-là, pour que les gens se disent non, on ne doit plus continuer à rester muet par rapport au dossier congolais. Donc il y a un travail qui s'est fait sur le terrain. Je crois que nous qui suivons avec beaucoup d'intérêt l'évolution politique et sociale de notre pays, nous voyons beaucoup d'activités sur le terrain, des activités très importantes qui peuvent aboutir à des changements profonds pour le bien-être du pays. Mais en même temps, il y a aussi des activités très importantes qui se font en dehors du pays, dans la diaspora congolaise. Et donc, le problème ici, c'est de pouvoir relier ces efforts-là. Relier ces efforts ou plus ou moins faire en sorte que ce qui s'est fait sur le terrain puisse trouver sa continuité ici à la diaspora. Absolument. En fait, notre approche est assez limitée. La première responsabilité pour qu'il y ait changement chez nous au Congo, c'est nous-mêmes, les Congolais. Non,
ce que nous avons pu faire a des limites. On ne peut pas construire le changement rien qu'en ayant un lobby international. Ça ne va pas arriver. Donc nous devons être à mesure de reconnaître les efforts que les acteurs politiques de la société civile et les autres ont pu jouer sur le terrain. Cette mobilisation que nous voyons grandissante nous encourage énormément. Parce que, en fin de compte, ça devrait être les Congolais qui doivent diriger leur propre destinée, leur propre avenir. C'est nous-mêmes qui devons construire ça. Maintenant, quand nous voyons qu'il y a une forte mobilisation et qu'il y a un consensus national qui se dégage, ça nous encourage. Parce que maintenant, nous pouvons entrer effectivement en synergie, de sorte que nous puissions faire jonction, de sorte que nous puissions partager nos expériences. Et une des choses que nous cherchons à faire, c'est justement utiliser d'autres réseaux pour que les acteurs politiques, le leader de la société civile puissent être en mesure de faire passer leur message dans d'autres médias que ceux auxquels ils sont habitués. Un exemple concret, c'est que par exemple, quand vous êtes un acteur politique congolais, vous êtes interviewé souvent par la BBC Afrique, ça ne passe pas ici. Non, ça ne passe pas. Les gens ne savent pas. Non. Donc vous passez par BBC, vous dites... BBC Afrique. Oui, vous dites, oh, je suis passé par BBC. Et On donc, vous filme même. Donc les Anglais sont au courant. Ils ne sont pas au courant. Ils ne le sont pas du tout. Ils sont pas au courant. Alors, ce que nous cherchons à faire, notre politique, c'est justement travailler avec des journalistes ici et faire passer le message des acteurs congolais. De sorte que quand maintenant nous partons avec certains médias, d'autres vont aussi en parler. Et petit à petit, c'est pas un travail, c'est un travail de fourmi. Ouais, de fourmi, c'est un travail de fond. Voilà. Qui va prendre du temps. Absolument. Mais c'est un travail qui demande beaucoup d'engagement. Absolument. Absolument. Oui. Mais je crois qu'il se pose un problème, et ça, c'est un problème qu'il faut à tout prix essayer de régler, le problème de confiance. Vous savez, depuis, je ne sais pas si c'est un problème qui a été créé de manière artificielle ou c'est un problème qui est vraiment naturel. Lui, il y a un terrible manque de confiance entre ceux qui œuvrent sur le terrain et le Congolais de la diaspora. Donc nous avons une façon négative de nous voir par rapport aux efforts que nous faisons. Alors comment est-ce que vous comptez faire pour briser ce manque de confiance et amener les Congolais à travailler ensemble? Je suis ravi que vous m'ayez posé cette question parce que ça a été aussi mon expérience et je suis même surpris que vous en parliez sans même qu'on se soit consulté par rapport à ça. C'est un problème qui se voit, ça se constate. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de travailler avec certains journalistes qui veulent vraiment parler du Congo, mais ici. Alors, ils m'ont dit, mais nous sommes habitués à parler d'autre chose que le Congo, mais nous voudrions en parler, mais nous voudrions être en contact. Alors, on a essayé de créer des contacts, ainsi de suite, et il y a eu une certaine résistance, justement à cause de la confiance. Et finalement, quand on a pu atteindre certains d'entre eux, on nous a dit que, il faut attendre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ces journalistes m'ont dit, non, il faut pas vous en faire, on comprend. Certains acteurs politiques ont des acolytes. Et ces acolytes trouvent un rôle quant à garder le contact. Et par rapport à ça, ils trouvent que si vous entrez en contact avec ceux qu'ils sont en train de protéger, peut-être que vous allez prendre leur place, ainsi de suite. Donc, il y a aussi ça. C'est ça ce problème, oui. Il y a ça. Mais il y a aussi le fait que, la politique, c'est pas peut-être seulement au Congo, hein, même ailleurs aussi. Colin Powell disait souvent que politique, c'est blood sport. Donc, les gens ne se font pas des cadeaux, parce que vous ne savez pas à qui vous parlez. Donc, il y a aussi ça. Mais il y a aussi un problème d'ego. Un problème d'ego. Nos acteurs politiques aussi ont un huge ego. Donc, ils n'ont pas souvent cette facilité-là d'entrer en contact, surtout avec des gens qui ne connaissent pas forcément. J'étais l'année dernière au Congo et j'ai rencontré comme ça sur la passerelle du Palais du Peuple certains députés, mais certains me disaient directement comme ça avec qui vous travaillez.
Hein. Donc, vous savez, c'est un peu ça. Mais bon, c'est des choses, on doit tous apprendre. Hein. On doit tous apprendre à se faire confiance. C'est pas facile, mais aussi la confiance doit aussi s'est méritée. Donc, on est conscient de ça, mais on s'y met. Ce que je trouvais de très positif, c'est le fait que quand on a pensé, par exemple, qu'il fallait entrer en contact avec le Front citoyen. Le Front citoyen. Les Fronts citoyens, par exemple, parce que bon, nous pensons qu'ils apportent un élément très important. Cette mobilisation-là nationale, elle est très importante, cruciale. Et nous, comme organisation, nous nous sommes dit, on doit entrer en contact avec les Fronts citoyens, de sorte que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons travailler en synergie. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est formidable. Alors, quand nous sommes entrés en contact, ils ont été très positifs et très accueillants. Et on a pu aussi avoir certains entretiens par rapport à ce qui peut être fait. Donc, ce n'est pas forcément la même chose avec tout le monde. Donc, on ne devrait pas aussi faire l'amalgame. Il y a des gens qui sont ouverts et accueillants. Oui, mais d'autres qui sont sur leur garde. Qui sont sur leur garde. Ouais. Oui. Et ayant un regard vers un avenir assez proche dans le Congo démocratique, quelle est votre opinion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et au travers de cela, comment est-ce que vous lisez l'avenir du pays? Bon, ce qui était déplorable jusque très récemment, c'est le fait de voir que l'opposition était fragmentée, qu'il n'y avait pas une cohésion nationale, qu'il n'y avait pas une synergie qui s'est créée. Donc, que les gens viennent ensemble et puissent avoir les mêmes visées. Nous avons tous des ambitions personnelles, mais il y a des points sur lesquels on ne doit plus discuter, hein, sur la sécurité de notre pays. L'intégrité du territoire. Voilà. On ne doit pas se poser des questions, parce qu'on le voit aussi ailleurs. En Grande-Bretagne, par exemple, tout dernièrement, quand ils ont pensé que c'était dans leur intérêt d'aller en Syrie, les travaillistes et les conservateurs, des rivaux, mais ils se sont mis d'accord. Mais non, ça ne veut pas dire que je suis pour la guerre en Syrie, mais c'est comme ça qu'ils ont pu définir leurs intérêts et ils se sont mis ensemble. Pour le Congo, nous devons aussi agir de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels on ne peut pas tergiverser. Il y a des points sur lesquels on doit dire qu'il y a des intérêts cruciaux, nationaux, qu'on doit défendre. Ça n'existait pas jusque-là. Maintenant, ça me donne espoir par le fait de voir des acteurs, autant de la société civile que de la classe politique, venir ensemble, définir leurs objectifs communs et dire que nous allons nous battre par rapport à ça. Vous avez là-dedans des gens qui épousent des positions contraires et contradictoires, mais ils se sont dit qu'il y a des points sur lesquels ils doivent être d'accord. Et ils se sont mis ensemble. Donc, moi, ça me donne espoir. Mais non, ça ne veut pas dire, comme toute entreprise humaine, que c'est parfait. Mais au moins, c'est un début. Et nous voudrions justement entrer en synergie avec eux, de sorte que nous puissions aussi apporter notre pierre, modeste qu'elle soit, mais c'est aussi une contribution que nous pouvons leur apporter. Et par rapport à l'avenir du pays, quand je parle de l'avenir, je parle plutôt des élections qui viennent bientôt. Bon, voilà. Je crois que... En fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport à Congo Link, par rapport au travail que vous êtes en train de faire, beaucoup de discussions tournent tout autour des élections qui doivent avoir lieu, qui devaient ou qui doivent avoir lieu au Congo. Est-ce qu'il y a des démarches dans ce sens-là pour pouvoir pousser les choses à aller vers le respect de la Constitution? Nous faisons un lobby par rapport à ça. Nous sommes consultés souvent par des acteurs politiques de la Grande-Bretagne. Nous leur avons dit plusieurs fois que c'est très important pour résoudre des problèmes à long terme du Congo, il faut un État stable, il faut un État qui fonctionne. Parce que sans cet État-là,
on va juste faire des petits pansements et ça ne va pas aller. Donc, il va de soi que c'est très important que nous ayons des élections, parce qu'en ayant des élections, nous aurons des acteurs qui vont être légitimés par le processus des élections. Et nous pouvons les tenir responsables par rapport à ce qui se passe au Congo. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que même certains acteurs politiques internationaux se plaignent. Quand, par exemple, ils veulent faire pression par rapport à certaines procédures internationales auxquelles le Congo a souscrit, par exemple, quand il s'agit de crimes de guerre et ainsi de suite, on a souvent des abonnés absents. Plusieurs fois, certains officiels d'ici se sont déplacés jusqu'au Congo et certains officiels congolais, pourtant, dans leurs fonctions, ils sont habilités à traiter certains dossiers, ils n'ont pas su les traiter parce qu'il y a un dysfonctionnement de l'État. Donc, nous devons restaurer l'État congolais, de sorte que nous puissions avoir un État classique, où, quand on a des acteurs élus congolais, on peut les tenir responsables par rapport à ce qui se passe au Congo. On a souvent entendu, par exemple, quand il y a des massacres au Congo, même le gouvernement congolais se plaindre par rapport à ces massacres-là. Mais ils ne devaient pas se plaindre. C'est eux les responsables, c'est eux qui doivent assurer cette sécurité. Mais ils se plaignent tout bonnement, comme s'ils ne sont pas responsables. Donc tout ça aussi, c'est parce qu'ils ne se sentent pas redevables à la population. Et maintenant, à travers les élections, nous pouvons voir ça. Mais non, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le fait que le président Kabila ne veut pas respecter le prescrit de la Constitution. La Constitution l'oblige à finir son mandat, à organiser les élections avant qu'il n'ait pas. Et il ne veut pas le faire. Donc c'est ça, ce qui maintenant justifie le fait que des organisations comme la nôtre, comme Okoling, nous voudrions justement être en synergie avec tous ceux qui se battent sur place au Congo, de sorte que nous puissions faire un lobby par rapport à la communauté internationale, de sorte que nos efforts qui sont faits sur terrain, avec la manière dont nous allons faire pression ici, nous puissions aboutir au fait que le président Kabila soit contraint de partir. Parce qu'il doit partir. Puisque finalement, il s'agit de vies humaines, il s'agit d'un État, il s'agit des citoyens congolais. Leur avenir est plus ou moins bafoué, juste parce qu'un seul homme ne veut pas partir. Donc, c'est un peu ça notre démarche. Nous nous rendons compte que les élections, dans les contextes actuels, c'est difficile qu'on les tienne. Mais si nous restons et nous ne faisons rien, on aura tout perdu. Mais en nous battant, parce que les autres se battent sur place. Tout dernièrement, vous avez vu que de jeunes gens ont été arrêtés au Congo, tout simplement parce qu'ils réclamaient justement ces changements-là, réclamaient justement le respect de la Constitution, mais ils ont été arrêtés. Donc les gens se battent farouchement sur place. Donc je crois que le moindre des choses pour nous, c'est justement nous organiser, faire ces lobbies, faire pression sur les acteurs politiques internationaux, parce que parfois ils posent aussi problème, de sorte qu'au Congo, il y ait ces changements-là. Je veux revenir sur cette question des élections, mais je voudrais juste épingler un élément que vous avez sorti, c'est cet élément par rapport au refus de certains dirigeants africains de sortir du pouvoir quand c'est le moment de sortir. Parce que lorsque vous avez prêté serment et que vous avez juré devant la nation de pouvoir respecter la Constitution et que le moment arrive, vous ne le faites pas. Comment vous expliquez cette attitude, non seulement du président de la République démocratique du Congo, mais de certains hommes? C'est vrai qu'il y a des changements en Afrique aujourd'hui. Nous avons vu au Bénin, par exemple, et dans d'autres pays où les présidents sont restés stricts, ils ont respecté la Constitution. Mais comment se fait-il qu'il y ait des hommes que nous qualifions d'intellectuels et qui ont prêté serment de pouvoir, n'est-ce pas, respecter la Constitution, après avoir fait autant d'années au pouvoir,
Ces gens-là, finalement, arrivent au moment où ils compliquent tout simplement les choses et refusent de partir. Oui, dans chaque pays, il y a une évolution. Dans chaque pays, il y a des moments cruciaux. euh, et ça fait que pour ces États où il y a eu cette évolution démocratique, ça a souvent été parce que certains acteurs politiques ont pu donner l'exemple. Euh, Ces changements qu'il y a eu au Nigeria, ça a commencé depuis longtemps, quand un des généraux qui avait pris les pouvoirs avait volontairement laissé la place à un gouvernement civil, où ils ont organisé des élections. Pourtant, quand il avait pris les pouvoirs, les gens pensaient qu'il allait s'est cramponné, mais il a donné l'exemple, il l'a quitté. Et ça fait que le prochain aura des difficultés de se cramponner au pouvoir. Ça a été la même chose au Ghana, où Rawlings a mis et ça a été la même chose en Zambie, en Tanzanie, ainsi de suite. Donc, pour nous, il nous faut un exemple. Il faut un exemple de sorte que nous ayons une passation des pouvoirs entre le président actuel et un autre. Cet exemple-là va faire que celui qui va venir au pouvoir grâce aux élections, il va trouver difficile de se cramponner au pouvoir parce que on aurait déjà eu un exemple. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions tout faire pour qu'il y ait une passation pacifique entre le président actuel et un autre qui va les succéder. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas très populaire, ce n'est pas une opinion qui est populaire, mais c'est très important pour la marche de notre histoire. Sinon, si nous avons un changement comme il y en a eu en 96-97, ça aurait été un mauvais exemple. Et nous n'aurions rien appris. Mais si ça nous frappe dans l'esprit qu'il y a effectivement une passation des pouvoirs entre un président qui règne et un autre, un président sortant et un autre, ça aurait frappé notre mental. Mais non, le problème ici, c'est quoi? C'est que le président actuel a montré tous les signes qu'il ne veut pas partir. Alors, mais il y a aussi le fait que la Constitution nous autorise à lui résister. Parce que là, il aurait gardé les pouvoirs par force. Donc, l'article 64 nous oblige, c'est un devoir par rapport à la Constitution que nous puissions résister à tout acteur qui prendrait le pouvoir par la force. Je vais vous poser une question avant que nous puissions prendre une petite pause. Je vais demeurer encore sur cette histoire d'élection et quand je reviendrai, il y aura encore une autre question par rapport aux élections. Est-ce qu'il y a, j'ai entendu des gens qui ont interprété l'article 70 de l'actuelle Constitution comme quoi que le président en exercice reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il puisse passer, disons, jusqu'à ce que le prochain président soit installé. Et donc, dans le cas que nous avons, s'il n'y a pas d'élection, le président reste jusqu'à X temps, jusqu'à ce qu'il y ait un autre président. Bon, c'est clair qu'il y a toujours disons, un gap. Comment on appelle ça? Un vide. Un vide. Il y a un vide entre les élections et la passation du pouvoir. Et la passation du pouvoir. Maintenant, on peut interpréter ça de n'importe quelle manière, mais ce qui est clair, c'est que la Constitution donne le devoir, crée un devoir pour les citoyens congolais de pouvoir résister à toute usurpation du pouvoir. Et pour une personne qui sciemment ne veut pas organiser des élections, parce que pour que on croit en sa volonté de céder les fauteuils, il faut qu'il nous montre qu'il organise ces élections. Mais jusque-là, il n'a pas montré des signes forts qu'il veut organiser ces élections-là. Donc déjà, par ces faits-là, et par le fait qu'il veut que des discussions se prolongent, il crée parfois des choses telles qu'un dialogue que lui-même convoque, ou après quand il est critiqué, il fait recours à un médiateur africain pour qu'il vienne comment faire la forme pour qu'il y ait ces semblants de dialogue.
Tout ça, ce sont des astuces qu'il utilise. Donc nous, on ne peut pas attendre son bon vouloir, puisque la Constitution nous donne ces droits-là de lui résister. Et je crois que si on ne le fait pas, nous aurions un frein à notre propre dignité, en tant qu'humains et en tant que des citoyens qui veulent vraiment un avenir radieux pour leur propre peuple. Voilà, nous allons prendre une petite pause, le temps de respirer un peu, et nous revenons avec des questions encore plus fortes. Merci. Nous sommes de retour. Merci d'avoir patienté, d'avoir gardé l'antenne. Comme je l'ai dit, nous sommes en direct du studio de Soteria Media dans notre émission Congo en avant. Et nous sommes avec l'activiste congolais qui évolue en Grande-Bretagne, M. Bandi Mbobi. Et la question que je voudrais vous poser, c'est aussi cette question qui se pose partout ici et qui est devenue le sujet de conversation dans plusieurs coins, c'est la question des glissements. Et il y a des gens qui attendent que nous puissions arriver à la fin du mandat du président actuel pour qu'ils puissent constater que le glissement est là. Par contre, il y a d'autres qui disent que nous sommes déjà dans la logique du glissement et même plus loin, nous sommes déjà dans le glissement. Alors vous, en tant qu'activiste et aussi les autres activistes qui sont sur le terrain et qui attendent une certaine date avant de constater que le glissement est déjà là. Et ne pensez-vous pas que ce serait trop tard si vous attendez que nous puissions atteindre cette date-là avant de pouvoir prendre ou faire des actions efficaces par rapport à ces glissements? Bon, en ce qui nous concerne, nous menons un lobby important par rapport aux acteurs politiques internationaux. Et par rapport à ça, nous sommes quelque peu limités par rapport à des actions concrètes que nous pouvons poser, autre que le fait de défendre la thèse qui consiste à dire que il faut qu'il y ait pression sur les acteurs politiques congolais qui veulent usurper les pouvoirs. Et par rapport à ça, nous leur proposons un régime des sanctions. Nous avons été, la fois passée, reçus par l'envoyé spécial du Royaume-Uni, et c'est la thèse que nous avons défendue. Nous leur avons dit que juste faire une déclaration, amener les acteurs politiques congolais qui sont au pouvoir à ce qu'ils puissent, d'une manière volontaire, organiser des élections et puis s'amener à vaquer les pouvoirs, ça ne va pas forcément arriver compte tenu de ce que nous connaissons de la situation actuelle. Et nous leur avons dit qu'il était important d'avoir un régime des sanctions, c'est-à-dire que dépasser un certain délai, qu'ils activent ces sanctions. Je crois que nous nous souvenons de la période, par exemple, où le président Mobutu, feu président Mobutu, avait été sous des sanctions, sous un régime de sanctions, au point où même il avait des difficultés de voyager à travers le monde. Alors, si on a fait ça pour le président Mobutu, pourquoi on ne le ferait pas pour le président Kabila, s'il résistait toujours et qu'il ne montrait pas qu'il veut changer? Donc, je crois que c'est ce genre de travail que nous sommes en train de mener. Nous faisons un grand lobby par rapport à ça, et nous avons eu à le défendre. Et nous continuons à le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes entrés en contact avec le Front citoyen pour leur dire que nous sommes en train déjà de faire ce genre de lobby ici en Grande-Bretagne. Pourquoi nous ne pouvons pas partager nos idées de sorte qu'ensemble, nous puissions avoir un impact beaucoup plus fort. Parce que je crois que ce qui, moi, m'attire dans le Front citoyen, c'est le fait que c'est ouvert à tout le monde. La porte est ouverte à tout le monde. Même si aujourd'hui, tel que je comprends les choses, même si aujourd'hui, M. Mendes s'est dit « je voudrais quitter et je voudrais aller vers l'opposition pour faire front ensemble », avec le Front citoyen, il est bienvenu, tel que je puis comprendre les choses. Donc on veut amener le plus de gens possible
Chaque personne n'apportera pas la même chose. Nous ne pouvons qu'apporter notre modeste expérience, notre travail. Et c'est ce que nous avons proposé aux amis du Front citoyen. Et je suis content qu'ils aient accepté notre proposition. C'est-à-dire que nous sommes en train de collaborer avec eux, de sorte que justement, nous puissions faire pression ici. Mais il ne faut pas que nous puissions oublier que le premier concerné sont les citoyens congolais eux-mêmes. Et les actions qui sont menées sur terrain m'encouragent. La fois passée, nous avons eu Ville Morte. C'était justement pour faire pression. Mais je suis sûr, parce que je parle aussi avec d'autres acteurs sur place, ils sont en train d'organiser toute une série de choses. Certaines choses qu'ils sont en train d'organiser restent encore confidentielles jusque-là. Mais je crois que, évidemment, je ne voudrais pas alarmer tout le monde, c'est des actions jusque-là non violentes. Donc on mobilise tout le monde de sorte que on puisse suivre l'exemple des autres pays qui ont pu changer leur système politique. Voilà, parlons de la communauté internationale, parce que la plupart de vos activités ici sur le terrain consistent à pouvoir incliner la communauté internationale en faveur de la cause du Congo. Récemment, nous avons vu le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, visiter le Burundi et le Congo. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le propos que M. Ban Ki-moon a tenu, notamment au Burundi, parce que déjà au Burundi, on s'attendait à bien de choses. Mais lorsque nous avons suivi son discours, il a été un tout petit peu décevant. Et au Congo, encore, lorsque le secrétaire général des Nations Unies est reparti du Congo, il a laissé un message, il a dit, j'essaie de faire une quotation de ce qu'il a dit. Il a dit que les acteurs politiques congolais doivent se mettre ensemble autour d'une table et dialoguer, et que le dialogue doit être, n'est-ce pas, appelé ou convoqué par le président Kabila. Et il dit, il faut qu'il le fasse, car il n'y a pas d'autre alternative. Alors, que pensez-vous de cette déclaration de M. Ban Ki-moon, vous qui essayez de... Est-ce que vous ne pensez pas que la communauté internationale joue un double jeu par rapport au Congo? Voilà justement ce qui justifie notre approche. Nous nous sommes toujours dit que les acteurs politiques internationaux vont toujours définir leurs intérêts par rapport à ce qu'ils, par rapport à l'analyse qu'ils font, par rapport à la lecture qu'ils font de la situation. Et je crois que ça a été aussi le cas quand il s'agit du régime d'apartheid. On avait souvent ce genre de réaction où tout un peuple se réunit, se mobilise, mais on lui dit, bon, ce n'est pas aussi nécessaire qu'on adopte telle mesure que vous en avez demandé. Pour nous, je crois qu'il y a eu un consensus national qui s'est dégagé pour dire, nous ne voulons pas de dialogue, puisque notre expérience jusque-là, ça a été que les forums nationaux ont souvent été utilisés par différents dictateurs que notre pays a connus pour prolonger leur temps au pouvoir. Donc on ne veut plus connaître la même expérience. Alors nous voudrions justement que la Constitution soit respectée. Mais maintenant, il faut que nous continuions à tenir ces mêmes langages, ces mêmes discours. Mais pour que ces discours soient solides et qu'ils soient à mesure d'amener les changements au niveau même de la lecture de la situation du Congo par rapport à la manière dont ces acteurs politiques internationaux sont en train de concevoir les choses, il faut que justement, que nous, Congolais, nous puissions faire ces lobbies-là. Mais ces lobbies-là ne soient pas simplement des rencontres, mais ce soit aussi que nous soyons en mesure d'amener le réseau de la société civile de la Grande-Bretagne, par exemple, ou de la société civile américaine, pour qu'on arrive à faire une autre lecture de ce qui se passe chez nous. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement limités à des rencontres que nous avons, évidemment, avec des acteurs politiques internationaux, mais nous allons aussi auprès de l'élite intellectuelle et nous faisons jonction. Nous travaillons avec des journalistes, nous travaillons avec des académiques. Moi-même, je rédige aussi des articles qui se passent ici, en Grande-Bretagne, qu'on lit.
J'ai aussi publié dans de journaux scientifiques où je suis aussi lu. Donc, tout ça, c'est pour que justement on fasse un changement de lecture. Maintenant, en ce qui concerne, pour le cas échéant, il ne faut pas que les nôtres puissent se décourager. C'est un combat. Ça ne va pas venir comme ça. C'est pas parce que Ban Ki-moon l'a dit que maintenant, finalement, on dit, bon, voilà. D'ailleurs, Ban Ki-moon l'a dit. Mais tout le monde s'appuie là, tout le monde. Et quand vous suivez les messages du secrétaire général des Nations Unies, c'est un message on ne peut plus truquer parce que là, il dit, il faut un dialogue et en même temps, il faut que tout se fasse au respect du délai constitutionnel. Bon, écoutez, il est diplomate. Hein? Un diplomate, c'est un peu ça. Ils ont toujours un langage sibyllin. Ils ne disent pas ouvertement ce qu'ils pensent. Mais nous lisons quand même entre les lignes ce qu'il oui, veut dire. S'il faut lire entre les lignes, on peut aussi les lire comme étant, quand il dit qu'il faut respecter la Constitution, ça veut dire aussi qu'il faut que le mandat du président actuel puisse cesser. Hein? C'est ça aussi la Constitution. Si il faut respecter la Constitution, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il respecte le prescrit de la Constitution. Donc, ça veut dire aussi qu'il doit partir. Donc, on peut faire une interprétation dans un sens tout comme dans l'autre. Mais ce qui, moi, m'importe, c'est les actions que nous devons mener. Parce que nous sommes un peuple. Nous avons des aspirations profondes par rapport à notre destinée, par rapport à notre peuple. C'est très important, toutes ces aspirations-là. C'est vrai que nous, quand nous tenons notre lobby, nous défendons la cause du Congo et tout cela. C'est vrai que parfois, même nous-mêmes, nous sommes amenés à aussi vouloir comprendre les intérêts des autres, parce qu'ils ont aussi des intérêts au Congo. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Non, non. Donc, il faut qu'on tienne aussi compte de leurs intérêts, mais au même moment, il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, non, on peut être conciliant jusqu'à un certain point, mais il y a des choses sur quoi on ne peut pas négocier. On ne peut pas se laisser plus ou moins dans un esclavage parce que justement, un acteur politique international l'aurait dit. Si on avait continué sur cette base-là, avec par exemple l'Afrique du Sud, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas l'Eldorado d'Afrique, mais ils sont démarrés. Oui, ils ont démarré. Maintenant, tout ce qu'ils ont comme problème, ils en sont responsables. Donc, ce que nous voulions faire, c'est de ne pas accepter tout ce qu'on nous donne. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions faire en sorte que nous défendions les intérêts du Congo, que nous comprenions aussi les intérêts des autres, mais que nous défendions nos intérêts. Et si un acteur politique international tient une thèse qui n'épouse pas ce que nous pouvons comprendre comme nos propres intérêts, il faut qu'on s'y oppose. Et je crois que c'est ça un peu la leçon des autres luttes qu'on a eues en Afrique, où les gens ont pu prendre leur destinée en main et ils ont pu faire les progrès que nous tous, nous admirons. Donc pour nous, le Congo, il faut que nous puissions être à mesure de les faire aussi. Voilà, avant de clore ce chapitre sur les élections probables dans notre pays, nous avons appris que la Grande-Bretagne a disposé d'une somme de 18 millions de livres sterling pour les élections au Congo. Pour vous, pour nous, qu'est-ce que cela représente pour un peuple qui aspire à des élections libres, sans parti pris, lorsque les élections sont subventionnées par d'autres pays? Quelle est la lecture que vous faites de cela? Moi, je trouve qu'il y a une certaine irresponsabilité par rapport au gouvernement actuel. Parce que c'est le gouvernement actuel qui devait être à mesure de mettre à la disposition de la CENI le montant qu'il fallait pour qu'on organise les élections. Pourquoi on doit toujours aller commander ailleurs pour notre propre survie? Pourquoi on doit le faire? C'est justement, c'est pour ça que tout cela doit prendre fin. Il faut qu'on ait un État responsable, de sorte que, si nous ne sommes pas d'accord, qu'on soit à mesure de critiquer ce qui se passe. On a eu plusieurs occasions où nous avons été endeuillés,
parce qu'il y a eu massacre, parce qu'on a refoulé d'une manière inhumaine nos ressortissants, par exemple, du Congo-Brazzaville, ainsi de suite, même de l'Angola. Mais à aucun moment de la vie, le président, sortir et même compatir au malheur de ses propres concitoyens. On ne peut pas comprendre ça. On peut vouloir le défendre, mais il y a des choses qu'il commet comme acte. C'est inconcevable pour un État. Mais non, si nous avons des élections crédibles, la personne qui va réussir à remporter les élections va se sentir redevable. Peut-être que l'attitude qu'on voit s'est manifestée par le président actuel, c'est aussi parce qu'il n'a pas forcément remporté ces élections. Il n'a pas eu cette communion qui peut exister entre un peuple et son dirigeant. Donc, quand quelque chose se passe, il ne se sent pas concerné. Voilà. Le 21 mars, c'est dans quelques jours, ce sera, disons, on va trancher sur le procès de M. Jean-Pierre Bemba. Et d'aucuns disent que le Congo a besoin d'un leader militaire pour pouvoir faire face à Kabila. Comment vous comprenez cela? Bon, d'abord, pour commencer, une des raisons qui fait que moi, je ne suis pas toujours d'accord avec les ICC, en français, c'est l'inverse, c'est comment, c'est comment, la Cour pénale internationale. Oui, oui. C'est par le fait que je trouve ça aberrant qu'on puisse mettre un acteur politique important comme M. Jean-Pierre Bemba en prison et le juger pour des faits qui se seraient commis, pour des crimes qui se seraient commis en République centrafricaine, mais qu'au même moment, celui qui était président n'ait pas été jugé. Donc, déjà, pour moi, je trouve que c'est déjà une procédure fauchée. Mais non. Mon espoir, c'est que le 21 mars, qu'il sorte, parce qu'il a un rôle important à jouer au Congo. Nombreux de nos concitoyens se retrouvent en lui. Et il a une popularité au sein de notre population. Donc, sa pierre, sa contribution va être importante, surtout en ce moment-ci. Maintenant, par rapport à son passé militaire, je pense que c'est depuis longtemps qu'il a laissé les treillis. Je crois que maintenant, il s'est constitué en un homme d'État qui veut jouer ce rôle-là au sein du Congo. Donc, on devrait un peu faire attention par rapport à les pousser vers l'armée. Je le souhaite homme d'État plutôt que homme militaire. Mais les gens disent en fait que ce qui affaiblit aujourd'hui le Congolais, c'est que Kabila ne trouve personne qui l'effraie. Parce que quand vous regardez dans toute la classe politique, même dans la société civile, personne n'a ce qui est au service du président Kabila. L'armée, la police, sa garde républicaine et tout ça. Et donc, si jamais il s'est servi de ces choses, personne ne pourrait lui faire face. Moi, ce que je veux, c'est une armée classique. Nous n'en avons pas. Mais il faut créer cette armée. L'armée que nous avons aujourd'hui répond aux commandes d'une seule personne. Ça, nous le savons. Il faut créer cette armée-là. Mais il faut avoir la volonté de créer cette armée. Absolument. Quand on a fait 15 ans au pouvoir et qu'on n'a pas pu former une armée républicaine, ce n'est pas dans les 6 derniers mois qu'il vous reste au pouvoir. Moi, je pense que pour le Congo, on ne le dit pas souvent assez, la vraie armée au Congo, ce n'est pas l'armée congolaise. La vraie armée au Congo, c'est la MONUSCO. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions faire pression sur la communauté internationale. Parce que nous ne voulions pas une armée qui est là, mais qui ne remplit pas un rôle auquel on s'attend. Les gens sont massacrés à peine à quelques mètres de militaires de la MONUSCO, mais on ne fait rien. L'armée congolaise a été déphasée. On a fait tout pour la rendre faible.
Et même les militaires qui servent au sein de l'armée sont maltraités. Hein, figurez-vous que nos militaires ont pu remporter contre le M23. Ils ont défait cette armée-là. Ils les ont battus comme on n'a pas vu ça depuis un long moment. Mais aujourd'hui, ils sont où? Est-ce qu'on sait comment ils sont payés? Est-ce qu'on sait comment... quelle est la vie qu'ils mènent? Tout ça parce que quelque part, à un moment donné, ils ont été encadrés par la communauté internationale par rapport aux actions militaires qu'ils avaient menées. Et aussitôt après, le gouvernement congolais a tout fait pour cesser cette coopération. Donc je pense que, contrairement à ce que nous pouvons penser, M. Kabila a aussi peur de cette armée-là. Parce que cette armée-là, ceux qui sont au sein de cette armée-là, ce sont des Congolais. Certains, c'est vrai, ce sont des infiltrés, il faut le dire, puisqu'il y a eu brassage. Et ce brassage-là a fait que beaucoup de militaires qui sont entrés dans l'armée congolaise, ce n'est pas forcément des Congolais. C'est des gens qui ont un commandement parallèle. Et ils répondent aux intérêts, pas congolais, mais étrangers. Mais l'ossature de cette armée-là, c'est des Congolais. Et ceux-là souffrent autant que les autres concitoyens. Donc voilà pourquoi, même cette armée-là, constitue un danger pour M. Kabila. Donc il est tellement important qu'ils comprennent ça, parce que finalement, nous allons nous retrouver où tout le monde perd. Voilà, nous allons vers la fin de notre émission Congo en avant. Je voudrais que vous puissiez regarder nos caméras et adresser un message à ceux qui sont sur le terrain, tous ces activistes, toute la société civile, pourquoi pas la classe politique qui nous écoute, pour qu'ils comprennent qu'il y a possibilité de travailler de pair pour l'avancement de notre pays. Voilà. Okay. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir d'abord nous faire confiance nous-mêmes, parce que un peuple qui s'est fait confiance, un peuple qui se bat pour son propre sort, quand il se bat d'une manière juste, quand la justice est de son côté, on finit toujours par remporter un tel combat. Donc d'abord, il faut qu'on se fasse confiance, parce que notre combat, c'est un combat juste. Il est un combat noble. Nous finirons par remporter. Mais nous pouvons remporter beaucoup plus vite si nous arrivons à mener des actions qui justement militent vers cette justice que nous recherchons pour notre peuple. De deux, c'est que la diaspora mène des actions importantes à l'étranger. Mais les actions qui sont menées sur place sont déterminantes, parce que c'est celles-là qui font que finalement le pouvoir puisse se consolider, le pouvoir qui justement demain sera celui-là qui va être soit à la présidence, soit dans d'autres institutions. Comme la société civile, comme les acteurs politiques sont en train de venir ensemble, de créer ce consensus national, je crois qu'il faut qu'on continue comme cela. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est aussi le fait qu'il faut qu'on soit en synergie. Ceux qui se battent sur place et nous qui nous battons à l'étranger, il faut que nous soyons en synergie. C'est vrai qu'il est toujours difficile de se faire confiance, mais on doit se battre. On doit faire en sorte que nous puissions mettre de côté nos égos. Il faut qu'on mette de côté la peur que nous avons souvent, la peur de l'autre, ce qu'il peut faire comme nuisance. Mais quelque part, il faut qu'on se dépasse. Il faut qu'on arrive quand même à trouver un moyen d'être en synergie et que tout le monde arrive à mener cette lutte ensemble. Voilà. Voilà, vous avez suivi Congo en avant et vous avez suivi notre invité, et je crois que vous avez été édifié par son intervention. Nous voulons vous dire que si vous avez des idées à passer, n'hésitez pas à nous contacter. Soteria Media, nous sommes là avec beaucoup de propositions qui pourront vous aider à faire passer vos idées. Voilà, Monsieur Mboubi, merci beaucoup. Merci. Et on se voit à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Ouais.